Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire 5 actions que je trouve intéressantes aujourd'hui au prix actuel avec la correction des marchés. Soit que je suis en train d'acheter, soit que je pourrais m'y intéresser et en acheter prochainement. L'idée c'est de passer assez rapidement sur chaque action et de vous donner mon avis sur les fondamentaux, la valorisation et un petit point aussi technique, graphique des zones actuelles. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Si vous voulez plus de formats de ce genre, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et à aller dans la description et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment mon canal Telegram, où il y a beaucoup plus de contenu de ce genre. Je le rappelle quand même, mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est que mon avis et mon analyse très rapide. L'idée c'est de vous donner peut-être quelques idées, mais faites ensuite vos recherches et analysez beaucoup plus profondément les boîtes, parce que l'idée de cette vidéo c'est vraiment de rester rapide. Allez, on attaque directement. La première action que je vais vous parler aujourd'hui, c'est CSU, Constellation Software. Donc CSU c'est une boîte canadienne, côté du coup à Toronto. Et c'est un petit peu l'empire du logiciel, c'est un peu un serial acquéreur, on va le voir tout de suite. Elle a subi de plein fouet la correction que tous les SaaS ont subi depuis le début de l'année. Mais c'est une des actions peut-être pour laquelle la correction a le moins de sens, où il y aura probablement le moins d'impact à futur. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle fait la société? Elle acquiert et elle gère des logiciels. C'est vraiment des solutions dédiées à des niches industrielles spécifiques comme la santé, le transport, les administrations publiques. Vous savez, tous ces petits logiciels qu'utilisent ce genre d'entreprise. Comment Constellation Software gagne de l'argent? C'est tout simplement par abonnement et par maintenance de ces logiciels. Un des mots très forts de Constellation Software, c'est que les clients ne changent presque jamais, dû à des coûts élevés et aussi que les employés ont toujours été habitués à utiliser ce genre de logiciel. On est vraiment sur des logiciels qui sont difficilement remplaçables par l'IA. C'est pourquoi je pense que la correction qu'on a aujourd'hui sur le titre est abusée, on va le voir après dans la valorisation. Les philosophies du management, c'est vraiment que chaque acquisition s'intègre aux toutes. Le but c'est encore une fois de réduire les coûts, optimiser les prix, réinvestir. Vous allez voir qu'ils réinvestissent énormément. Et le moteur de croissance, il est quasiment illimité puisqu'ils peuvent tout simplement racheter, c'est ce qu'ils font d'ailleurs depuis longtemps, de nouvelles entreprises, de nouveaux logiciels et donc s'offrir de la croissance externe. Une grosse partie de la croissance de Constellation Software, c'est maintenant de la croissance externe depuis un petit moment. La thèse long terme sur CSU, c'est que c'est une des rares entreprises où la croissance organique, comme je viens de le dire, n'est pas le moteur principal. C'est vraiment la qualité de l'allocation du capital pour faire ces nouvelles acquisitions qui créent de la valeur. Et l'allocation du capital, comme je l'ai dit, très atypique, c'est qu'on n'a pas de dividende, pas de rachat d'actions et 100% du cash est réinvesti dans ces acquisitions. Voici sur CSU, si maintenant on se penche un petit peu plus sur les chiffres, on voit que sur les 5 dernières années, on a une très bonne croissance de 24%. Idem pour la croissance du free cash flow qui est très bonne, 16% sur les 5 dernières années. Un super héros IC, donc dans cette vidéo, je vais parler plusieurs fois de super héros IC. Donc qu'est-ce que c'est concrètement le super héros IC? Je vais l'expliquer une fois maintenant, comme ça c'est bon pour toute la vidéo. L'indicateur, il répond à une idée simple. Combien d'argent l'entreprise génère-t-elle vraiment pour chaque euro, chaque dollar investi dans le business? Donc on va diviser les free cash flow moins les SBC, donc les stock-based compensation, parce que ça n'apporte pas de valeur à l'actionnaire. Et au dénominateur, on va diviser par les actifs, donc tout ce que l'entreprise possède, moins les goodwill. Les goodwill, c'est la survaleur liée aux acquisitions, moins les passifs courants. Donc concrètement les dettes à court terme. Pourquoi ce ratio il est intéressant et c'est celui que je vais utiliser? Parce que ça permet de voir les vraies machines à cash tout en évitant un petit peu les pièges et les fraudes comptables que certaines entreprises pourraient faire. Voilà pour l'explication. Donc on a un très bon super héros ici avec 35%, pas de problème de dette, pas de rachat d'actions comme j'ai dit, ni de dividendes et une marge de free cash flow de plus de 20%. Donc tous les fondamentaux sonnent au vert. On va voir que c'est pas le cas forcément de toutes les entreprises dans cette vidéo. C'est pas non plus éliminatoire, mais on voit que c'est une très très belle entreprise. Donc au niveau de la valorisation, le ratio de valorisation le plus intéressant à regarder pour Constellation Software, c'est le price to free cash flow. Quand le price to free cash flow est pertinent, d'ailleurs, c'est celui que j'utilise tout le temps moi, puisque pour moi c'est le meilleur ratio de valorisation. Et on voit que pour Constellation Software aujourd'hui, on se paye sous les 15 fois les free cash flow, ce qui est très bas pour une entreprise de cette qualité avec ses fondamentaux. On voit que c'est un plus bas depuis environ 2012-2013 et qu'on a une moyenne 5 ans à 30 et une moyenne 10 ans à 28. Donc pour ceux qui me diraient oui, mais on a un PE de 72, oui, mais ce n'est pas intéressant de regarder le PER sur Constellation Software parce que ces acquisitions doivent être passées en R&D à cause de son business model et du coup ça diminue forcément le bénéfice comptable, donc c'est absolument pas pertinent de regarder le PER, d'ailleurs qui vous voyez est vraiment absolument incohérent dans le temps, ce qui n'a pas empêché le titre de performer. Donc pourquoi est-ce que on a une entreprise de cette qualité si peu chère? Tout simplement parce que elle subit la crise que tous les SaaS subissent, par peur de l'IA, par peur que les revenus vont diminuer à futur à cause de l'IA. Mais pour moi, comme on l'a vu, dû à ces niches vraiment dans lesquelles Constellation Software fait des acquisitions, je pense pas qu'ils vont avoir des problèmes avec de l'IA, mais creusez plus cette thèse vous de votre côté. Au niveau de l'analyse technique, on va terminer sur la charte de Constellation Software et on voit qu'il y a un truc très intéressant, c'est qu'en annuel, on est tout simplement venu combler en entier le fair value cap annuel. Donc c'est très très propre en fait, si on s'arrête là et qu'on trouve un bottom dans cette zone, moi je vous dis c'est clairement possible qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc on voit aussi en annuel cette magnifique courbe en S avec la première grosse correction que subit la boîte, c'est la plus grosse correction je crois qu'elle a jamais subi. On voit en trimestriel aussi qu'on crée du breakaway gap trimestriel. On voit que la zone actuelle sur laquelle on est venu tout simplement se rappuyer ici sur le breaker block trimestriel avec,
On est venu combler le dernier fair value gap trimestriel qu'on a de toute cette hausse. Moi je le dis, la zone actuelle elle est quand même très intéressante. Après il faut noter que c'est toujours une tendance baissière. La zone actuelle et la valorisation sont très intéressantes. Peut-être rentrer en DCA. On pourrait être en train de commencer à former une consolidation et à développer un bottom. C'est pas impossible qu'on voit ça dans les prochains temps avec peut-être une dernière prise de stop. Il faudra qu'on voit un sommet plus haut que le précédent, ce qui donc plus haut aujourd'hui que celui-ci. Mais si on fait une consolidation, ça peut changer pour que la dynamique de prix soit inversée. Donc c'est possible qu'on doive attendre un peu, mais en tout cas, les zones sont très intéressantes techniquement parlant, la valorisation est bonne. Peut-être qu'il faut en voir un petit peu plus techniquement, mais on est quand même sur des zones très très clean. Et voilà pour la première action, on passe directement à la deuxième. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour les prochaines, parce que le but c'était de rester très bref. Donc on va parler de Mercado Libre, aussi une boîte que j'apprécie beaucoup, donc c'est vraiment l'Amazon d'Amérique latine si on veut, mélanger un petit peu avec un PayPal, avec une fintech. Donc concrètement, c'est une plateforme e-commerce d'Amérique latine qui opère surtout au Brésil, au Mexique et en Argentine, avec des centaines de millions d'utilisateurs actifs. Mais ils ont, ça c'est une partie de leur chiffre d'affaires, mais ils ont aussi plusieurs autres segments, notamment Mercado Pago, qui est vraiment une plateforme de paiement et de services financiers. Ils ont aussi Meli Logistique, qui leur assure un petit peu toute la logistique dans cette zone un peu du globe que par exemple Amazon n'a pas réussi vraiment beaucoup à intégrer. Ça c'est un de leurs mots aussi, quelque chose de fort. Et chaque segment renforce les autres forcément. C'est un modèle très intéressant avec ce business. Ici vous avez un petit peu un résumé de ce modèle très intéressant. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que l'effet de réseau est double, puisqu'on a tout simplement cette partie commerciale et marketplace et financière avec les paiements. Vous savez qu'on a Amazon et aussi des sites comme Shopify qui essaient de pénétrer la région, mais il n'y a pas toute la logistique locale et la confiance accumulée, et ce qui fait vraiment des mots forts de Mercado Libre. C'est aussi intéressant pour se diversifier, puisque pour s'exposer à cette région-là du monde, on n'a pas 1 million de boîtes extrêmement intéressantes. C'est aussi une de ses forces, qui fait qu'avec une boîte de cette qualité, c'est intéressant à avoir en portefeuille. Au niveau des chiffres, avec plus de 48% de croissance sur les 5 dernières années, forcément que ça va ralentir. On voit qu'on a encore eu 39% de croissance en 2025. La courbe en S exceptionnelle, de très belle croissance du free cash flow, un ROIC exceptionnel, absolument aucun problème de dette. Un tout petit peu de dilution sur les 5 dernières années, mais on voit qu'ils commencent à avoir une tendance un petit peu depuis 2023 à essayer de faire du rachat d'action, quelque chose d'intéressant, et des très bonnes marges du free cash flow. On voit la croissance 5 ans à 48% et la croissance du free cash flow 5 ans à 63%, donc les marges se sont améliorées. C'est aussi des choses qu'on aime bien voir. Donc une entreprise de cette qualité, normalement, ça doit se payer assez cher, et on voit qu'on est au plus bas historique depuis la création de l'entreprise, tout simplement, même depuis 2008, avec un price to free cash flow actuel à 8,6. C'est extrêmement bas pour une entreprise de cette qualité, et on voit d'ailleurs que la moyenne à 5 ans était plutôt à 19 et à 10 ans à 58. Bon, il y a eu des free cash flow en dentier un petit peu pendant le Covid. Je pense que c'est le plus important à regarder, c'est une moyenne à 5 ans plutôt à 19, donc on est très très bas aujourd'hui. Pareil pour le price to operating cash flow qui lui est à 7, idem à un plus bas all time. Si on passe maintenant sur la chart, on voit qu'on est dans une zone extrêmement intéressante. À court terme, on va peut-être pouvoir retravailler ce fair value gap baissier pour voir si on peut pas essayer de développer un petit bottom. En tout cas, je pense que la zone des 1800$, c'est un petit peu une zone à court terme où on va y aller. Concrètement, si on dézoome un petit peu la big picture, on voit qu'on a la zone OTE et le plus bas de 2024 qui se situe un peu plus bas. Donc pas impossible qu'on ait encore une baisse d'environ 20-25% sur ces boîtes. Cela dit, la zone actuelle est quand même très intéressante. On est venu sweep le plus bas de 2025. Vous voyez que c'est déjà eu un très gros POI. Et qu'en trimestriel, on est tout simplement sur le breaker block trimestriel. Donc c'est comme si on avait un petit peu ici une zone de résistance qu'on a cassée et on revient s'appuyer dessus. Donc c'est vraiment une zone très sympa si on regarde un petit peu en plus basse time frame, où on est vraiment venu sweep ici le plus bas de 2025 avec ce plus bas là aussi de décembre 2024. On voit qu'on a un FVG mensuel, qu'on a front run un petit peu plus bas, donc c'est pas impossible en fait comme Constellation Software qu'on commence à faire une sorte de consolidation qui breakera par la suite. Mais en tout cas la zone technique est cool. Si on va en low time frame, concrètement en daily, on n'est pas en train de... Donc ouais, ça me paraît assez clair que le fair value gap en weekly, on va y venir tout prochainement. C'est encore trop tôt, on est toujours dans une dynamique baissière pour dire oui, bottom is in sûr. Il va falloir en voir un peu plus, peut-être laisser quelques semaines passer, mais en tout cas, c'est une zone très intéressante. Voilà pour la deuxième action. La troisième action, c'est que je vais parler d'Amazon, donc forcément une des Magnificent Seven. Il fallait bien que j'en mette au moins une dans cette vidéo, et c'est pour moi celle qui a la valorisation aujourd'hui la plus attractive et que je trouve intéressante, même si on a Meta et Microsoft qui aussi commencent à corriger pas mal. Pour moi, Amazon, c'est la plus intéressante aujourd'hui au prix actuel. Donc Amazon, je vais vous la présenter quand même si je pense que vous la connaissez tous. C'est une plateforme de retail et de marketplace, mais on a aussi le gros moteur de la croissance, c'est le cloud, avec AWS, qui lui a une plus forte croissance et des marges exceptionnelles. Donc on a vraiment plusieurs segments sur Amazon, des segments avec plus de croissance et des marges plus hautes, et des segments avec des marges un peu plus basses et un peu moins de croissance. On a aussi l'abonnement Prime, qui crée de la fidélité, et chaque segment profite de l'infrastructure commune. On a de multiples modes, notamment l'avantage des coûts logistiques. Toute cette logistique que propose le groupe est quand même assez exceptionnelle. L'effet de réseau aussi, les switching costs qui sont très élevés, par exemple pour AWS, et c'est très rare des entreprises qui sont capables de réunir autant de points positifs, autant de qualité dans une même boîte. On a aussi un management exceptionnel avec Jeff Bezos.
je vais pas m'attarder longtemps, mais probablement un des meilleurs managements au monde. Donc voilà, pour Amazon, boîte exceptionnelle. Mais si on passe directement sur les chiffres, eh ben, on va voir qu'il y a des trucs qui sonnent au rouge, en tout cas comparé aux boîtes d'avant, si on regarde ça comme ça, on pourrait se dire que c'est une boîte pourrie. Mais pourquoi il faut faire attention avec Amazon? On va le voir directement. C'est que déjà au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, je sais pas si vous vous rendez compte, 715 milliards de chiffre d'affaires en 2025, c'est quand même énorme. Magnifique courbe en S, avec une moyenne 20 ans à 25%, 10 ans à 20% et 5 ans à 13%. Forcément, la loi des grands nombres, plus ça devient grand, plus ça ralentit. C'est pas pour autant qu'on a plus de croissance, on a toujours une très bonne croissance. Mais pourquoi quand on regarde tout le reste, ça sonne au rouge? Parce que tout simplement, selon mes indicateurs ici, il y en a beaucoup qui prennent en compte le free cash flow. Forcément, j'adore le free cash flow, parce que c'est pour moi le plus juste pour valoriser quelque chose, mais dans certains cas de business, c'est quelque chose qui fonctionne pas bien, notamment pour Amazon. Puisque chez Amazon, la croissance à court terme est un petit peu sacrifiée, mais au profit d'investissements futurs. Donc on a des capex qui sont gigantesques. On voit en 2025 131 milliards de capex. On voit vraiment l'accélération ici des capex qui est énorme. Donc le free cash flow est un petit peu sacrifié. Pareil pour le super héros IC qui prend beaucoup en compte ça. La marge du free cash flow forcément qui est pas pertinente à regarder chez Amazon. Par contre, un point négatif peut-être par rapport à d'autres boîtes, c'est qu'on a un petit peu de dilution. Donc 6% sur les 5 dernières années, c'est pas négligeable. Et puis pareil, le ratio de dette nette sur free cash flow qui est pas pertinent puisque le free cash flow est bousillé. On voit qu'ici il est en dents de scie. C'est pas quelque chose qui est hyper pertinent à regarder chez Amazon. On voit quand même une amélioration nette des marges brutes, mais probablement que tous les investissements qu'ils font aujourd'hui en fait paieront à futur et amélioreront encore ce business qui est déjà incroyable. Donc ça prendrait vraiment du temps et je pourrais faire une vidéo entière sur Amazon parce qu'il faut valoriser et parler de la croissance et des marges de chacun de ces segments. Et on pourrait croire que ça devient une boîte mature par rapport à la loi des grands nombres, mais c'est probablement une boîte qui a encore beaucoup à nous offrir dans les prochaines années. Si on va voir la valorisation, donc là le price to free cash flow est absolument pas pertinent pour Amazon. Voilà, on voit que ça n'a absolument aucun sens. Les ratios le ratio le plus intéressant à regarder pour moi, c'est le price to operating cash flow, et on voit qu'aujourd'hui on est par rapport à une médiane 5 ans à 22, une médiane 10 ans à 26, on est à 16. Donc on est sur une boîte qui semble bien valorisée, peut-être un peu bassement valorisée, donc il peut être une opportunité à rentrer en DCA. Pareil, on a un PE qui est passé sous les 30, clairement sous les médianes. Donc la valorisation semble intéressante, peut-être pas pour rentrer pour un all-in, mais pour commencer à mettre quelques piécettes. Si on va voir un point technique sur Amazon, on voit que la zone actuelle est quand même intéressante, puisque par rapport au plus bas d'avril 2024, on voit qu'on est venu combler ce qui restait, on est venu toucher ce qui restait de gap qu'on avait laissé ouvert ici, et on est venu toucher la zone OTE, donc la zone des 0,118 de tout ce mouvement. C'est quand même intéressant. Par contre, si on voit en daily, on est toujours dans une dynamique baissière. On est peut-être en train d'essayer de former une consolidation qui viendrait reprendre une dernière fois les stops et qui casserait le sommet précédent pour repartir. C'est pas impossible qu'on voit quelque chose comme ça. En tout cas, moi, c'est des signaux comme ça que j'aimerais voir et qui sont intéressants. On voit qu'on est venu toucher aussi le petit fair value gap mensuel ici, qu'on est venu combler en entier. C'est même un BPR mensuel. Donc, c'est une zone intéressante, que ce soit techniquement, que ce soit au niveau de la valorisation. C'est pas exclu qu'on aille plus bas en fait et qu'on aille tout simplement, si la crise géopolitique s'installe, qu'on a une remontée de l'inflation, que la Fed se remet à monter les taux. C'est aussi tous ces événements macro et géopolitiques qui pourraient faire que ces titres corrigent encore plus. Et donc si les fondamentaux ne changent pas, qui sont encore plus des opportunités tout simplement, que ça soit venir chercher un prix qui offrirait un PR de 25 aux alentours des 176 $, ou bien revenir même chercher le plus bas de 2025, donc qui couvre un fair value gap annuel à 161 $. C'est pas impossible. Si la zone ici casse, pour moi il y a de fortes chances qu'on revienne chercher le plus bas de 2025. Mais en tout cas, c'est une valorisation très bonne pour soit renforcer sa position ou soit commencer à ouvrir une ligne, peut-être garder du cash et rentrer en deux fois si on revient un petit peu plus bas. On passe au quatrième business, et là pareil, un incroyable business, c'est Mastercard. Visa est aussi sur une zone intéressante. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Mastercard, mais si les deux business sont très similaires. Donc qu'est-ce que c'est concrètement Mastercard? C'est le péage invisible de l'économie mondiale. Mastercard n'est pas une banque, mais c'est vraiment le réseau, l'autoroute des paiements mondiaux. Donc concrètement, Mastercard ne prend aucun risque sur le crédit, elle connecte simplement les émetteurs et les acquéreurs et perçoit voilà, sa petite commission, sa petite taxe de péage à chaque transaction. Faire un nombre de transactions gigantesque, ça fait qu'on arrive à avoir des boîtes qui génèrent des gros revenus comme Mastercard. Donc c'est tout simplement un business model assez unique avec Visa et exceptionnel. On a aussi des coûts marginaux qui sont proches de zéro pour l'entreprise, qui offre des marges exceptionnelles, on va les voir après. On a un switching cost, on a un mode exceptionnel, c'est que tout simplement les partenaires peuvent pas se passer du réseau, et on a une présence dans plus de 210 pays et territoires, donc c'est vraiment une présence internationale, vraiment un des deux leaders mondiaux avec Visa. J'ai une petite préférence pour Mastercard, un peu plus de croissance. C'est un des duopoles les plus difficiles à attaquer, même si on voit qu'il y a des solutions qui émergent avec les paiements account to account. On a aussi un moment eu le narratif avec les stablecoins, tout simplement USDT, USDC, les alternatives crypto pour les paiements. On voit qu'aujourd'hui c'est des alternatives de paiement qui progressent assez bien, mais il y a des partenariats qui sont faits.
Ils sont intéressants avec des très bons management aussi, mais si j'en parle pas ici. Ils arriveront à tirer, selon moi, profit de toutes ces révolutions et peut-être même à les intégrer. Donc pour moi, c'est un des duopoles les plus difficiles à attaquer, en puisqu'ils sont présents partout, absolument partout. Si on passe sur le profil quantitatif, bah, tout sonne au vert, c'est forcément exceptionnel. On a une croissance de 16,7% en moyenne sur les 5 dernières années, croissance du free cash flow à 21% en moyenne sur les 5 dernières années. Un super héros, c'est exceptionnel parce que c'est des business à très haute rentabilité, pareil avec une marge de free cash flow à quasiment 48%, je sais pas si on se rend compte, et en constante augmentation depuis plus de 20 ans, 30 ans. Donc on est sur des business tout simplement exceptionnels, pas de problème de dette, et 10% de rachat d'actions sur les 5 dernières années. Je sais pas si on se rend compte, et on voit d'ailleurs que lorsque le titre baisse, ils accélèrent le rachat d'actions, preuve aussi d'un management compétent. Donc c'est tout simplement un profil quantitatif quasiment parfait. Donc on pourrait croire que ça se paye extrêmement cher, et effectivement ça se paye un peu cher, mais c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que ça se paye historiquement très cher, mais les zones actuelles commencent à être intéressantes. On voit que le ratio price to free cash flow actuellement est à 26, donc on est très proche des 25 de price to free cash flow, contre une moyenne 5 ans à 37 et une moyenne 10 ans à 37, et on a un price to free cash flow qui arrive à 25, donc quand même une zone très intéressante. Un PE qui est repassé sous les 30, pour cette boîte c'est tous les ratios de valorisation en fait sont bons à regarder. Qu'en est-il au niveau de la charte, puisque la valorisation est bonne, pas pour le all-in du siècle, mais tout simplement pour soit commencer à créer sa position, soit pour renforcer cette ligne. Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir en portefeuille comme moi. Et on voit qu'au niveau de la charte, et ben tout simplement, on a le plus bas annuel de 2025 qui couvre un fair value gap annuel au niveau du plus bas de 2025 à 460$. Pour moi, je pense qu'il y a probabilité qu'on y aille. Pourquoi? Parce que on voit que c'est assez rare que Mastercard crée des order blocks trimestriels comme ça et fasse des fair value gap trimestriels baissiers. C'est pas arrivé depuis 2008, donc ça fait quand même un bout. Donc ici on a quand même un signal d'inversion en très gros time frame avec ici un order block trimestriel et un fair value gap baissier trimestriel. En plus, on a perdu la zone OTE ici, on est pile sur les 0,786, donc si cette zone là tient pas, il y a de fortes chances pour moi qu'on revienne aux 460$ et qu'on vienne tout simplement dans le fair value gap annuel, ce qui ferait une valorisation sous les 25 fois les free cash flow, donc ça serait une très bonne opportunité. Donc franchement quelque chose qu'on pourrait voir et qui me surprendrait pas du tout, c'est qu'on a tout simplement une prise de ce plus bas là et qu'ensuite on commence à matérialiser un bottom, qu'on fasse un sommet plus haut que le précédent et que là les choses repartent. C'est pas du tout impossible qu'on voit quelque chose comme ça sur Mastercard, et ici vraiment ça serait des super bonnes opportunités, mais j'en parle déjà maintenant parce que les valorisations actuelles restent quand même bonnes pour mettre des pièces en DCA peut-être, pas pour l'all-in du siècle, mais on a des zones plus bas où quand même là quand je vois la chart, elle est quand même en train de me dire un petit peu il y a forte probabilité qu'on vienne ici. C'est pas du tout impossible, hein, parce que ça nous ferait une correction de 5-6%. Voilà, en plus avec la situation géopolitique, c'est quelques journées où les marchés baissent en continu et ça serait vraiment pas impossible. Voilà pour Mastercard. Et la cinquième, ça va être une boîte assez atypique. Je voulais terminer avec une boîte que j'aime beaucoup, mais qu'on n'entend pas tellement parler sur YouTube, puisque tout simplement c'est une small cap, c'est KPG, Kelly Partner Group. Là je dis directement, c'est une small cap, puisqu'on voit que c'est une boîte qui a 154 millions de market cap. Donc on est vraiment sur de la small cap. Ceux qui excluent les small cap de leur portefeuille ou qui aiment pas avoir des grosses variations, c'est peut-être pas pour vous. Pour les autres comme moi que ça dérange moins, je pense que c'est une boîte sur laquelle il faut s'intéresser, tout simplement parce qu'elle a de nombreux points positifs. Qu'est-ce que c'est qu'Elite Partner Group? C'est un serial acquéreur, un peu à la Constellation Software, mais qui va vraiment cibler les cabinets comptables de petite taille, donc avec 2-3 millions de chiffre d'affaires ou moins. C'est vraiment dans ces eaux-là, environ 2 millions de chiffre d'affaires. Australien, donc c'est une boîte australienne, aussi intéressante pour se diversifier au niveau des devises, selon un modèle de copropriété avec les partenaires, c'est-à-dire que ils acquièrent à peu près la moitié du business et ils gardent et ils laissent la moitié du business aux locaux, aux propriétaires de base, ce qui fait que les managers restent actionnaires et donc on a un alignement des intérêts qui est parfait. Donc concrètement, ensuite ils vont restructurer, améliorer la boîte et faire pump le chiffre d'affaires. C'est vraiment, ils ont un segment qu'ils maîtrisent parfaitement et qui fonctionne très bien. On a aussi un management exceptionnel, Brett Kelly, qui est fondateur et actionnaire, qui a une pensée vraiment très long terme dans ses rapports annuels, etc. Il fait souvent référence à des citations, à des manières de penser de Warren Buffett, de Charlie Munger. C'est d'ailleurs exceptionnel, je vous invite à aller le voir sur leur site. On a aussi sur Kelly Partner, c'est déjà investir voilà, en Australie, sur un business model qui est bon. On va voir après avec des fondamentaux bons, mais c'est aussi mettre une pièce sur un management que je trouve quand même assez exceptionnel. Quelque chose qu'on voit pas forcément sur toutes les boîtes du tout. Au niveau des chiffres, on voit aussi que le profil quantitatif est très bon, malgré le fait que ce soit une small cap. Donc on a une croissance de plus de 23% en moyenne sur les 5 dernières années, une bonne croissance du free cash flow, un bon ROIC, un petit peu de dette sur free cash flow, dette nette sur free cash flow au dernier trimestre. En fait, la dette a pas mal augmenté récemment. C'est aussi quelque chose qui est assez central dans leur business model pour leurs acquisitions ou autres, et qui est pas anormal, on va dire, chez une small cap. Donc ça serait un petit point de vigilance qu'il faut quand même un petit peu surveiller, pas laisser faire trop à futur, mais pour moi c'est pas quelque chose d'éliminatoire ou trop dérangeant. Un petit peu de rachat d'actions et une très bonne marge du free cash flow. Donc on voit un très beau profil quantitatif. Qu'en est-il de la valorisation? Et ben on est au plus bas all time avec une valorisation de 7,8 fois les free cash flow. Le PER lui pareil est pas pertinent par rapport au modèle de business. On est à 7 fois les operating cash flow et une fois et demi le chiffre d'affaires, pareil, plus bas all time, enfin plus bas était il y a 2 semaines, mais voilà. Vous l'avez compris, plus bas all time, donc on est sur une valorisation
très attractive, même si on retire les SBC, vous voyez qu'il n'y a pas de SBC. Je dis l'entreprise est très bien gérée. Au niveau de la chart, on voit qu'il y a eu un gros rallye dû à l'impression monétaire, c'était une small cap. Forcément, après, voilà, petit crash Covid, on imprime de l'argent et boum, ça fait un x30, donc très belle performance. Aujourd'hui, on est sur les grosses zones long terme vraiment très intéressantes. On voit déjà cette grosse baisse depuis février-mars 2025, donc depuis une année l'entreprise est en baisse. On est dans la zone OT 0,118, 0,788 de tout le mouvement depuis leur point le plus bas all time. C'est déjà une zone exceptionnelle où on pourrait développer un bottom. On est venu sweep, on est venu combler en entier le fair value cap annuel et venu combler et venu sweep le plus bas de 2024. Donc pour moi c'est une zone où vraiment on pourrait bottom. On a le plus bas de 2023 qui est quand même un peu plus bas. C'est pas impossible qu'on n'y aille pas. C'est ce genre de boîte où il y a des grosses variations de prix. Forcément, c'est une small cap. En mensuel, on voit qu'on enchaîne breakaway gap mensuel sur breakaway gap mensuel. On est en survente quasiment RSI à 32 en mensuel et en weekly RSI à 26. Donc, on est vraiment sur des grosses zones de survente, des gros POI, très long terme. Donc, la zone est extrêmement intéressante pour moi. Par contre, comme plusieurs autres boîtes dans cette vidéo, on est toujours dans une dynamique baissière. Il faudrait qu'on voie une consolidation pour voir quelque chose qui pourrait nous matérialiser un bottom. On voit en plus qu'on a front run un fair value gap mensuel ici. Donc ça ne m'étonnerait pas que de toute façon, ça on y revienne. Mais bon, il est très proche. Donc peut-être en voir un petit peu plus pour dessiner un bottom au niveau technique. Mais on est sur des zones très intéressantes et sur une très bonne valorisation pour rentrer en DCA. Rentrez pas d'un coup en lump sum sur des boîtes en small cap comme ça. Puisque des fois sur des exagérations, on a des grosses variations de prix abusées. Encore plus que sur des large cap. Forcément ça bouge plus vite, il faut moins d'argent pour faire bouger, déplacer le prix. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'aurais espéré qu'elle soit un peu moins longue, mais bon, il fallait quand même que je parle un petit peu, et quand je me mets à parler, je parle un peu trop. Si vous aimez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire, encore une fois, à rejoindre tous mes réseaux. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.